Romain, bonjour. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour le podcast Coïncidence. Alors, on a eu le plaisir de se rencontrer il y a quelques années de ça j'ai eu le plaisir de vivre l'une de tes premières retraites de leader éclairé en, je crois, 2018 à De Camp. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà, et c'était pour moi une expérience en tant que dirigeant avec beaucoup de profondeur et en même temps d'alignement personnel avec ma mission de vie, avec ce que tu appelles le noble but. Donc, tu accompagnes des leaders à trouver ce chemin vers eux-mêmes, à écouter leurs aspirations les plus profondes et à nourrir, à partir de cette vision, à partir de ce noble but, leur vision d'entreprise. Euh, Mhm. c'est quelque chose d'ajouter cette puissance d'être soi, d'être aligné avec sa propre mission. Et à partir de là, d'abord d'aligner ses actions et celles de son organisation, mais aussi d'embarquer bien sûr toutes les équipes. Euh, et ça, tu le fais au cours de séminaires de transformation immersifs, mais aussi au cours de retraites laïques, que tu as été, je pense, le premier à initier en France. Je crois. Oh, bah, il y avait eu des retraites qui avaient eu lieu, mais on va dire que c'était la première fois que c'était formalisé avec une intention vers des directions, des dirigeants, des équipes dirigeantes très, très affirmées. Et surtout, je crois que l'innovation à l'époque, c'était de le relier directement à notre responsabilité d'engagement sociétal. Donc c'était pas des retraites, c'est toujours pas d'ailleurs des retraites. J'ai jamais fait finalement de retraite uniquement pour, on va dire, se sentir mieux Oui, et s'aligner ou se connaître. Ça, on va dire, un premier mouvement. Mais le deuxième mouvement, qui pour moi est aussi important, y compris sur un plan spirituel, c'est de trouver effectivement son étoile polaire, son axe, c'est-à-dire finalement de se mettre au service. oui. Et je sais qu'il y a des causes aujourd'hui, les causes ne manquent pas, on va dire. Et donc ça a toujours été dans ce double mouvement-là. Oui. Et ça, c'était assez novateur de dire, bah, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour vous engager pleinement dans cette évolution de conscience à laquelle notre humanité finalement doit faire face. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est que les dirigeants ressortent avec un engagement très concret pour le monde, pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde. Et ça, c'est une vraie différence dans le travail que tu apportes. Tu as créé la communauté des leaders éclairés. Je me souviens plus trop de l'année, mais tu as plus de 2019, 2019, ouais, waouh, c'était les 4 avec ans. ouais, en 4 ans, plus de 4500 dirigeants qui sont inscrits et avec lesquels tu as aussi des pratiques régulières, méditatives, pour amener à toucher le plus fréquemment possible cette dimension intérieure, cette sagesse intérieure qui est ce qui t'anime au fond vis-à-vis de ces dirigeants-là. Tu as repris il y a quelque temps une fonction de directeur en charge du développement et du leadership régénératif chez Lumia, qui est une école. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Oui, alors Lumia, bah, c'était un petit peu la continuité de mon chemin à moi, d'engagement ces dernières années que je vais, comme tu l'as dit, beaucoup axé sur le travail intérieur, sur cette activation de ressources méconnues, hein, qu'on mobilise parfois de façon inconsciente, mais qu'on est aujourd'hui à mobiliser de façon beaucoup plus consciente, hein, de zones de puissance personnelle. Avec l'idée que, bah, effectivement, une entreprise va pouvoir changer si son équipe dirigeante change, hein, si son leader change. C'est-à-dire que souvent, la limite de la boîte, c'est la limite du niveau de conscience de ceux et celles qui la dirigent. Et puis, je me suis aperçu avec les années que le travail en fait des hommes et des femmes s'opère. Il y a vraiment cette volonté, cette compréhension qu'on est au bout de quelque chose, qu'on est au bout d'un paradigme, qu'il y a quelque chose même peut-être qui frôle l'effondrement. Et donc on ne peut pas continuer indéfiniment à faire plus de croissance, plus de profit. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis, surtout quand on vient regarder à l'intérieur de soi ce qui compte vraiment et qui on est vraiment. Mais ce qui manquait, et c'est pour ça que j'ai rejoint cette entreprise-là, ce qui manquait, c'était finalement un nouveau paradigme d'entreprise. C'est-à-dire, au fond, si je me change moi, qu'est-ce que ça induit comme changement? Est-ce que c'est simplement faire de la RSE? Parce que la RSE, au fond, voilà, la responsabilité sociétale, environnementale des entreprises, aujourd'hui, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, allez, 15 ans que ça existe, et elle s'est quelque part cantonnée à essayer de faire moins mal. Moins mal de la même chose. C'est-à-dire, on réduit un petit peu notre empreinte carbone autant qu'on peut, on essaie de faire un peu d'économie circulaire, voilà, d'avoir moins d'impact sur l'environnement, mais
mais on n'est toujours pas à la hauteur de ce qui se passe. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'on a détruit profondément un certain nombre de limites, ou en tout cas dépassé certaines limites de notre système Terre. Notre système Terre est en grand danger. On parle beaucoup du climat, mais on devrait parler autant, si ce n'est plus, de la biodiversité. Puis il y a d'autres limites. Et donc, l'idée, c'était comment on va plus loin que réduire simplement nos impacts, qui au fond ne résolvent rien. Et donc, ça m'a amené au paradigme régénératif, qui d'ailleurs a une dimension assez spirituelle. Et le paradigme régénératif, dans lequel j'œuvre maintenant, ça consiste à dire, on peut en fait réinsérer nos économies et nos entreprises de façon étroite dans les principes du vivant. On peut faire en sorte que notre économie et nos boîtes et que la création de valeur, elles contribuent pas simplement au bien-être des êtres humains ou à leur consommation, mais qu'elles contribuent par ces processus de production, par ces processus de distribution de valeur et par sa reconnexion aux écosystèmes à régénérer la vie. Plus exactement, à recréer les conditions d'expression maximale de la vie. Et pour finir, tu dois te souvenir, tu as eu comme moi des images pendant les confinements où on a vu la nature qui reprenait ses droits. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance du vivant. Et l'économie régénératrice, elle dit ça, elle dit il y a une puissance du vivant, c'est pas nous les êtres humains qui allons, avec notre science et nos technologies, pouvoir réparer des mécanismes planétaires qui nous dépassent. C'est la nature elle-même qui va la faire si tant est qu'on lui en donne les possibilités, si tant est qu'on l'aide. Donc tu vois, il y a dans ce paradigme régénératif quelque chose d'extrêmement à la fois puissant et porteur d'espoir. C'est de se dire si, il est possible. Il est possible en tout cas, on ne peut pas ne pas essayer de réembrancher notre économie, c'est-à-dire notre monde humain, dans le monde plus vaste qui y appartient, c'est-à-dire le monde vivant, et donc quelque part de refaire alliance avec la nature, de se soumettre à nouveau aux lois de la vie dont on a cru pouvoir s'affranchir. Et donc tu vois, là ici, évidemment, c'est éminemment spirituel aussi. Et finalement, cette reconnexion au vivant, à la nature, et cette exploration de l'intériorité, de la sagesse individuelle, en quoi elles sont connectées? Alors, ce qui peut paraître évident pour toi n'est pas forcément pour le monde. Donc, en quoi ces sagesses se touchent et en quoi un homme, un dirigeant qui a exploré son intériorité, sa dimension spirituelle et donc sa connexion à d'autres champs, évolue dans sa relation au monde, à la nature et participe à cette transition écologique dont tu parles. C'est une belle et vaste question que tu poses là, parce qu'elle est effectivement au cœur je dirais, de la souffrance de beaucoup d'êtres humains. C'est finalement qu'est-ce qui fait qu'on souffre, qu'est-ce qui fait aussi qu'on en est arrivé à détruire la maison dans laquelle on habite, et à perdre cette évidence que détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes. Ce qui s'est passé, probablement une des raisons qui explique ça, et qui explique donc notre souffrance intérieure, notre vide intérieur, c'est que nous avons perdu l'évidence de l'interdépendance. Nous avons perdu l'évidence que nous sommes totalement dépendants de la nature. Que chaque molécule de ton corps vient de la terre et y retournera. Que chaque chose que tu ingères vient du vivant et arrive grâce, évidemment, du travail des êtres humains, mais surtout grâce à la puissance intrinsèque du vivant, notamment du végétal, de créer la vie. Et donc, on souffre quelque part de cette perte de connexion au tout. Si je te le dis comme ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est vraiment l'idée de se dire si je suis capable de me reconnecter à plus grand que moi, et la nature, elle nous est directement accessible, sans même parler de l'invisible, mais se sentir bien dans une nature, retrouver un rapport de sujet à sujet avec le vivant, c'est-à-dire par exemple avec un arbre, plutôt que de sujet à objet, comme on a beaucoup développé ça dans nos cultures modernes, c'est quelque part réparer ce lien à la vie. Okay. Donc plus je vais nourrir ma relation au non-humain, plus je vais reconnecter mon humanité. Et ça, c'est difficile à traduire en mots, tu vois, mais pour moi, ça reste encore des sources de recherche. Il y a la tête qui comprend, mais après, il y a l'expérience surtout. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, on a perdu le lien à nous-mêmes, d'abord, donc à nos émotions, à notre sagesse, à
notre mission, à notre intériorité qui nous empêche. Enfin, la perte de ce lien nous empêche de voir clair et nous empêche d'être en lien avec les autres et finalement d'être en lien avec le monde. Et je crois que c'est Otto Scharmer qui parlait de ces 3 fractures que vit le monde aujourd'hui et qui sont si impactantes, d'abord pour nous en tant qu'êtres humains et à l'origine d'une grande souffrance. Oui, oui, tout à fait. Et donc, tu fais l'expérience, par exemple, quand tu vas en nature et que tu te retrouves dans un lieu où tu te sens bien, ou que tu peux contempler un coucher de soleil, ou simplement recontacter un rythme qui est celui du vivant. Hein. La nature, elle, c'est ça qui nous fait du bien quand on va, par exemple, marcher dans... Alors, chez toi, ça serait la montagne, le désert, mais c'est comme si on se resynchronisait avec le rythme du vivant, qui est le nôtre. Et donc, en fait, ce rythme que la nature nous renvoie vient immédiatement, la paix qu'elle a, vient immédiatement créer de la paix en nous. Et donc, c'est cette paix, c'est ce silence aussi qu'elle nous offre parfois qui nous permet de recontacter notre intériorité, alors qu'une grande partie de notre expérience de vie aujourd'hui, elle est tournée vers l'extérieur. On a un petit peu déserté ce temple intérieur au profit d'une hyperactivité vers l'extérieur. Hein. On a fait ce choix où on est tombé dans ce piège, hein, c'est un peu des deux, de la matérialité, hein, d'aller croire que c'est du toujours plus posséder, plus savoir, plus faire qui va combler le manque ou l'aspiration existentielle qui est en nous. Et donc dès que c'est là où c'est beau, et tu sais, la science montre maintenant que tu passes 20 minutes en forêt, immédiatement ton taux de cortisol baisse, c'est l'hormone du stress. Donc chimiquement, même les arbres dégagent des hormones qui font que la paix, ne serait-ce que physiologique, se réinstalle en nous. Hein, ça active le système parasympathique. On fait partie de cette nature. Mais notre histoire, les différents points de rupture, d'éloignement avec elle, la façon dont on a voulu prendre le contrôle, la dominer, la soumettre, et puis nos modes de vie urbains aussi, on fait que nous ne sommes plus en contact direct avec ça. On l'a perdu, en fait. Alors, je pousse le trait un petit peu, parce que au fond, une chose qui peut redonner l'espoir, c'est que très vite, si je te remets en nature, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir que tu es en lien. Tu vas ressentir que c'est bon et qu'il y a quelque chose de plus vaste. Et c'est quand il y a ce sentiment de réappartenir au tout, que quelque chose peut s'apaiser. Au fond, il y a quelque chose de très bon à ça. Ouais. Et la puissance, tu vois, des leaders d'aujourd'hui, en tout cas une des formes de puissance, ça va être d'aller dans cet aller-retour entre mon intériorité, ce qui m'anime, tu parlais de noble but, de raison d'être, et puis finalement ce grand tout que je sers, qui me dépasse. Et donc c'est parce que j'arrive à dialoguer dans ces 2 dimensions, mes limites en tant qu'être humain, et Dieu sait qu'on en a, et Dieu sait qu'en permanence la complexité du monde nous rabaisse à notre finitude ne serait-ce que de compréhension. Si j'arrive quand même à naviguer, c'est-à-dire à partir de cette finitude, mais à pouvoir dialoguer avec l'infiniment plus vaste que moi et l'infiniment plus complexe que moi, hein, les enjeux planétaires aujourd'hui nous dépassent totalement. À ce moment-là, je peux commencer à nourrir une forme de puissance, parce que je sers un mouvement qui est plus vaste que moi. Et plutôt que ce mouvement m'écrase parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a tant de choses à faire, ça c'est des choses qu'on se dit, on se dit souvent, j'y peux rien, et de toute façon on va tous à la catastrophe, etc. Je vais pouvoir dialoguer un peu avec ça, hein, savoir ce mouvement, revenir dans mes limites, mais aussi parfois savoir effacer, mettre en retrait un petit peu mon ego pour me reconnecter au tout. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler de ton propre chemin, de ta propre source d'inspiration ? Voilà, comment tu en es arrivé à porter ce message, à organiser, à faire le travail que tu fais aujourd'hui, à créer cette communauté. On sent bien que c'est ton propre noble but, quelque chose que tu as touché à l'intérieur. Et en même temps, quel a été le chemin que tu as fait pour en arriver là ? Oui, écoute, oui. Je souris parce que je ne sais pas où remonter, en fait. C'est assez rigolo de voir où est-ce que ça prend sa source, où est-ce que commencent les conditionnements et du coup l'envie de sortir des conditionnements de vie. Ouais. Mais on va dire qu'il y a un petit peu ça. Et puis, écoute, moi, allez, démarrons ça plutôt autour de la quarantaine, quand
Quand je m'aperçois à la tête de l'entreprise que j'avais créée, qui fonctionnait très bien, que le compte n'y est pas sur un plan existentiel, je m'aperçois à ce moment-là que je travaille beaucoup, j'ai du succès, en tout cas sur un plan matériel, sur un plan d'estime de soi, c'est tout ça, c'est très intéressant. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui s'est appauvri, il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a quelque chose du rapport à l'existence, en fait, qui a perdu de son souffle, de son côté magique. Quand j'ai eu ma mère est coach et psychothérapeute, donc moi j'ai baigné très vite, très tôt dans pas mal de bouquins de développement personnel. Et il y en avait un qui m'avait marqué, j'ai dû le lire, j'avais 12 ou 13 ans, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho, que tu connais. Et j'avais gardé de ce bouquin-là l'idée quand même que la vie, la vie c'est une aventure. La vie, pour autant qu'on accepte de prendre des risques, il y a quelque chose où on peut vraiment vivre quelque chose de l'ordre de magique, vivre des moments de grâce, soulever un coin du voile, du mystère, des choses. Et donc j'avais ça qui m'habitait aussi. Non seulement ce que je faisais, ça me satisfaisait plus, j'avais cette soif qui me disait mais tu t'es perdu un peu en route, mon ami, où est-ce qu'est l'aventure dans ta vie? Et puis la troisième chose, c'était la troisième lame entre guillemets du rasoir, c'était ben, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es conscient globalement que le monde que nous préparons pour nos enfants et voilà, il est dans l'état qu'il est, et qu'est-ce que tu fais toi? Et donc voilà, le cheminement, ça a été ça a été déjà de poser la charrue, de vendre ma boîte, de m'offrir un vrai temps de jachère pour laisser un petit peu venir la vie, tester un peu aussi ce qui m'habitait au fond, laisser émerger cette idée de faire des retraites, mais au fond, je me suis beaucoup appuyé sur mon expérience personnelle, c'est-à-dire mon expérience où je me suis perdu et un petit peu retrouvé. Et en me disant, mais au fond, ce que je vis, moi, j'ai l'impression que beaucoup d'autres le vivent. C'est ça qui m'a amené aussi à faire un bouquin, à simplement témoigner en me disant, ça doit pouvoir servir à d'autres. C'est-à-dire qu'on est visiblement nombreux à s'être perdus dans des scénarios de vie, de réussite, d'accumulation, et puis des conditionnements plus subtils, de performance, de je suis jamais à la hauteur, et puis dans nos peurs, de manquer, de pas être aimé, voilà. Toutes ces choses-là, au fond, comment on s'extirpe de ça pour se remettre au centre de sa vie, vivre sa vie, c'est-à-dire finalement offrir qui on est au monde, hein, si je le disais plus simplement, et puis larguer tout ce qu'on n'est pas, voilà un petit peu. Ouais, qu'est-ce qui nous empêche de nous voir, je ne vais pas dire tel que nous sommes, mais tel que notre être est, si j'osais l'exprimer ainsi, et qui fait qu'on dévie. Alors, tu parlais de conditionnement, tu parlais de peur. Est-ce que tu peux développer un peu plus les freins à ça, quoi, à être simplement soi, aligné avec sa mission? Ouais, j'aurais envie de te dire, à la fois la vie est bien faite parce que elle fait exprès de nous éloigner de nous-mêmes pour mieux qu'on se retrouve. Hein, ou est-ce que donc peut-être que c'est un mouvement qui est normal. On arrive, on est en tant qu'être sur cette terre, et puis on va entrer dans un monde humain qui va petit à petit nous soumettre à des règles, à des schémas de pensée, par exemple des critères de réussite, de ce que c'est qu'une vie réussie, et tu vois plein de choses qui vont se passer finalement qui vont faire que tu vas perdre le contact avec ton être originel. Et donc du coup il y a ce premier mouvement où bah oui tu t'insères dans le monde humain. Et le monde éducatif, en tout cas en France, mais j'imagine qu'il y a des similarités au Maroc aussi, il est normatif, on est dans la norme. Donc on te fait rentrer dans une norme, et on doit plutôt travailler ta conformité que ta singularité. Et comme toi, tu es un être humain qui a besoin d'être aimé, de trouver sa place dans le monde, bah, tu joues le jeu parce que tu n'as pas conscience nécessairement de ce que ça te coûte. Arrive un moment donné où être quelqu'un d'autre devient plus coûteux que d'être soi-même, et où il y a ce mouvement-là que Jung décrit, hein, qui est d'individuation, c'est-à-dire d'essayer de revenir à qui tu es vraiment, c'est-à-dire de larguer qui tu n'es pas. Et ce qui va t'empêcher là-dedans, bah, c'est oui, ce que tu évoquais, c'est-à-dire des peurs. Des peurs parce que
pour beaucoup d'entre nous, on a bâti des premières étapes de vie en se construisant une représentation de nous-mêmes, en pensant qu'on est, par exemple, aimé parce qu'on est intelligent, parce que notre entourage nous a renvoyé qu'on était, je sais pas, quelqu'un qui était persévérant, qui avait de l'humour, qui était, voilà, plein de choses. Et puis, on a eu tout son schéma professionnel qui a renforcé ça, si on a eu des réussites ou des échecs. En tout cas, on se raconte une belle histoire sur soi, je crois. Et en fait, par peur de reconnaître, de tomber à nouveau finalement dans un éloignement de soi, on s'agrippe à ça. On s'agrippe à cette image de soi, on s'accroche, tu vois, et jusqu'au moment où la poussée de vie, encore une fois, si on accepte de l'écouter, est plus forte que ça. Elle te dit, est-ce que c'est avec ça que tu t'es donné rendez-vous? Est-ce que c'était pour vivre ça, ou est-ce que, au fond de toi, tu sais pas que peut-être qu'il y a des trésors enfouis et qu'il y a peut-être d'autres chemins qui sont possibles. En Donc voilà. Ouais, pardon, en t'écoutant, il y a une question qui me vient parce que tu parlais de cette capacité à être dedans, dehors, enfin centré sur son intériorité, ouvert au monde, mais aussi j'imagine que parfois on est aligné, on est avec soi, et parfois on s'en éloigne, même quand on a fait tout un chemin et tout un travail d'éveil, aussi long ou court qu'il soit. J'ai envie de te dire, comment on sait qu'on y est? C'est quoi cet état d'être soi ou d'être tout court? Ouais. Écoute, déjà comment on sait qu'on n'y est pas? C'est pas mal, ouais. Parce que voilà, comment on sait qu'on y est, je sais pas, je crois qu'une des choses auxquelles on aspire tous profondément, hein, au-delà du bonheur, etc., de tout ce qu'on peut imaginer d'une vie, mais je crois qu'on aspire à la paix. Paix avec soi-même, paix dans la relation aux autres êtres humains et harmonie peut-être avec voilà, tout le reste. Donc quand on n'est pas en paix avec ça, il y a déjà voilà, quelque chose qui peut t'indiquer que tu t'es un peu éloigné de ton axe. Après, plus tu t'éloignes, ce que je te partage, c'est des images et des croyances, hein, mais chacun se fait son expérience de vie, mais plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment, plus tu t'adaptes au fond à ce qu'attendent les autres, ou que tu minimises tes talents, ou que tu ne les exprimes pas, plus tu vas finalement souffrir. Et ta souffrance va s'exprimer de différentes façons, mais tu vas bien sentir au départ qu'il y a quelque chose qui cloche, qui est inconfortable. Après, ça peut évoluer dans du mal-être, et puis après verser dans des formes peut-être de souffrance psychique ou somatique plus élevées. Donc voilà, je crois que l'alignement, c'est pour ça que les pratiques méditatives, contemplatives, ou corporelles, ou en tout cas tous les rendez-vous avec soi, j'entendais une façon de parler de la méditation qui est intéressante, qui était de dire, finalement, prendre un temps de méditation, c'est avoir le courage d'avoir un rendez-vous authentique avec soi. C'est-à-dire d'avoir un espace où tu peux dire comment tu vas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui m'habite? Si j'arrête de vouloir paraître ou de vouloir être costaud, ou d'arrêter les injonctions, genre je sais pas quoi, tu vas pas te plaindre, t'as tout. Non, je fais un rendez-vous vraiment authentique avec moi en me disant comment c'est là la vie en toi? Qu'est-ce qui circule? Quelles sont les émotions? Quelles sont les humeurs? Et puis si au bout d'un moment ça perdure, voilà, de quelque chose qui est insatisfait ou quelque chose qui est pas en paix, etc. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu vois, c'est d'écouter ces choses-là qui prouvent qu'on peut se désaligner à un moment donné. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait laisser croire qu'on est aligné? Moi, je reste très modeste à cet endroit-là. Je ne crois pas à un état durable. Je ne crois pas qu'on installe voilà, un état durable. D'ailleurs, ça serait vite peut-être pénible d'être super dans le bonheur, H24. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est les contrastes qui sont intéressants. Mais moi, un des marqueurs, en tout cas, c'est la fréquence de moments de grâce, qui peuvent être microscopiques comme des moments dingues qu'on peut aller essayer de provoquer dans des lieux ou avec des personnes. Mais voilà, est-ce qu'il y a des moments où je me dis, ah, tout est juste là. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est ça la vie. Voilà, des choses comme ça.
Et ça, encore une fois, ça peut être des choses toutes petites. Mhm. Des petits moments fugaces avec un enfant, moi avec ma fille, ou avec un garçon, ou un échange, un regard. Et je me dis, ah voilà, là, tiens, là, les conditions sont réunies. Non seulement je me sens présent, présent à moi, présent à l'autre, et juste dans l'instant de la magie de la vie. Hein. Et, tu vois, il y a cette phrase qui me revenait d'Einstein qui disait, c'est marrant, elle m'est venue tout à l'heure dans notre échange. Einstein, il a cette phrase, il dit, on peut considérer que rien dans la vie n'est miracle. Mhm. On peut considérer que tout dans la vie est miracle. Et quelque part, c'est une posture. Hein. La science pourra démontrer ce qu'elle veut. Je pense qu'elle ne percevra jamais les mystères de la vie. Tous, en tout cas. Et donc, on peut considérer que cette petite chose est un miracle. Et peut-être qu'être aligné, c'est être dans cette acceptation inconditionnelle de ce qui est. Super. Romain, merci beaucoup. Donc, je pense que voilà, tout le monde est en train d'essayer de savoir dans quel état on est aujourd'hui. Est-ce que tu aurais, pour conclure, voilà, un message que tu aurais envie de transmettre à tous les gens qui t'écoutent? Oh, je sais pas qui je suis pour transmettre des messages. Moi, j'aime bien partager mes expériences et puis les autres font leur miel. Euh, ouais, peut-être envie de dire que dans le contexte actuel qui est le nôtre, c'est-à-dire un contexte où les enjeux sociaux sont énormes, les enjeux environnementaux sont énormes, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde et que ça nous échappe à une certaine échelle, il y a quelque chose quand même qui permet de retrouver un peu sa boussole, c'est d'agir aussi. Donc il y a un temps pour l'introspection, il y a un temps pour aller regarder en face, se regarder en face. Je crois que c'est important, avec énormément d'amour. Hein. Il ne s'agit pas de se flageller et de se dire je suis nul, je ne fais pas ma part, ou je suis prisonnier du système, non, non, d'aller regarder en face où est-ce qu'on n'est pas en accord avec soi. Et puis après de poser des actes. Et je crois que c'est vraiment cette double danse-là. Le vrai sage aujourd'hui, il est au centre du village, il n'est pas dans sa grotte. C'est là où se joue la vie, c'est au milieu de la cité, c'est dans nos entreprises, voilà, donc une fois que j'ai dit ça, voilà, y aller pas à pas, avec beaucoup d'humilité. Ouais. Se mettre en L'humilité, c'est un mouvement. refuge. Ouais, Oui, c'est c'est clair. ça. Se mettre en mouvement pour le monde. Voilà, se mettre en mouvement et puis essayer. Écoutez s'il y a de la joie, parce que quand il n'y a pas de joie pendant trop longtemps, ça veut dire peut-être qu'on s'est reperdu. Mhm. Et donc qu'on s'est rééloigné. Tu vois, tu disais comment on se désaligne, ben on se désaligne aussi quand il n'y a plus la joie au coin de la rue, Ouais. parce que ça voudrait dire que je me suis laissé rehapper par des automatismes, par le fait de faire plus vite. Hein. Et on peut s'engager, par exemple, dans la transition et se reperdre à nouveau. Oui, Hein. on Et est on dans est le nombreux à faire ça. Ouais. Absolument. Absolument. C'est l'histoire de nos vies par moment. C'est ça, c'est ça. Romain, merci beaucoup et Merci à j'espère te toi. C'est recevoir à bien. nouveau très bientôt.